Et oui. Alors Yann, est-ce que tu es prêt pour la chronique de l'étrange? Apparemment, non. Étrange, vous avez dit étrange? Ah mais On est, si, si, on est il tous est C'est prêt. épris, je étrange. crois. Oui, on a Non, dit mais comme il est l'étrange. sur Mars, il y a un petit peu de délai hein, pour. Il y a 11 minutes de C'est ça, c'est décalage, ça. donc faut Oui, attendre un peu. on est plus trop à côté les uns des autres, on est loin maintenant. Alors on est Ouais. parti ou comment? On est parti, c'est parti. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous et bonsoir à toutes à nouveau ce soir. Une fois n'est pas coutume, je souhaite reprendre un sujet dont je vous ai parlé en fait rapidement la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, enfin la dernière fois. Il s'agit en fait de l'histoire terrifiante qui a eu lieu en 1959, dans la nuit de mon anniversaire, qui n'était pas encore mon anniversaire puisque je suis né bien, mais alors bien, bien plus tard voilà. Enfin bref, dans la nuit donc, a Bien priori sûr. du 1er au 2 février 1959. A priori, parce que la conclusion d'une énième enquête liée à cette affaire menée en 2019 affirme que l'aventure de nos malheureux aventuriers dont je vais vous parler aurait très bien pu se dérouler en pleine journée. Bon, je sais, c'est pas très accrocheur comme révélation, mais ça a son importance quand on en revient aux faits. Donc, je vais vous enseigner les faits, puisque mon histoire sans les faits n'aurait pas de sens, et qu'une histoire sans sens, bah oui, sens. Donc autant ne pas la raconter. Et moi, eh ben, j'aime bien raconter. L'affaire du col du Hatlof. 159. Un groupe de 10 personnes, 8 hommes et 2 femmes, se forment pour une expédition à travers le nord de l'Oural dans l'oblast de Sverdlovsk. C'est une région en fait de l'ouest de l'Union soviétique, connue surtout pour ses ressources minières, l'or, le platine et le pétrole. Durant les années 90 d'ailleurs, 30 ans plus tard, dans le mont Oural, au nord de l'oblast, sous le mont Kozvinsky, a été taillé dans le granit, à 300 mètres de profondeur, un poste central auxiliaire de l'autorité de défense nucléaire russe. Il seconde en fait celui de Moscou et prête les têtes nucléaires à tête pénétrante. Cette équipe de spécialistes du froid, du ski de fond et de randonnée variée est formée d'étudiants et de diplômés de l'Institut polytechnique de l'Oural, qui est aujourd'hui l'Université fédérale de l'Oural. Les professionnels de l'aventure veulent tenter l'escalade de la montagne Autorten, raison officielle affirmée, située à 10 km au nord du drame de notre histoire. La route choisie, à cette période de l'année, est estimée être catégorie 3, ce qui signifie être la plus difficile. Le 25 janvier 1959, notre groupe de spécialistes, donc de longue expédition et de ski alpin, arrive en train à Ivdel. Cette ville est un bon point de départ puisque située en plein centre de l'oblast de Sverdlovsk, qui leur permet de prendre un camion jusqu'à Vijay. C'est le dernier village en fait au nord de l'oblast. L'équipe reposée est prête à affronter son histoire et se dirige à partir du 27 janvier vers la direction d'Otorten. Le lendemain, l'un des randonneurs devra malheureusement quitter l'expédition pour cause de maladie. Il ne saura pas à ce moment-là que le problème de santé rencontré, qui lui aura pourri une expédition préparée depuis si longtemps, lui aura sans doute sauvé la vie. Les 9 personnes, j'en suis où? Je ne sais plus où. Vous êtes là? Les On 9 est là, on personnes, est Oui, oui. oui, là, on oui, les neuf t'écoute. On est personnes. parti, On on est parti. écoute religieusement. Mais oui. Il est pendu à tes lèvres. Ah, super. Alors, qu'est-ce qui Les 9 arrive à ces personnes neuf restantes, personnes? donc, continuent vers la montagne en se disant que le succès est proche et qu'ils le fêteront en l'honneur du malheureux coéquipier, obligé de renoncer à cette belle ascension. Le groupe, satisfait de son avancée, atteint le 31 janvier une région de haute terre et peut se préparer pour la montée tant attendue. Une vallée boisée, sur leur chemin, leur sert de garde-manger. Ils y déposent des vivres et des équipements pour leur retour. Le 1er février, la randonnée, on me dit qu'il y a des coupures quand je parle. Il faut que je Oui, parle plus doucement pour que les coupures ne passent pas. Je vais essayer. Le 1er février, la randonnée, qui devait traverser le col, dévie vers l'ouest en direction du mont Kolatsiakil, qui signifie montagne morte. La raison de cette déviation est a priori les mauvaises conditions météorologiques, du blizzard et de la visibilité très faible. Nos héros se rendent compte de leurs erreurs et décident de s'installer en campement sur le flanc de la montagne, à 10 km du but de l'expédition. C'est à peu près, euh, ça peut paraître bizarre, c'est à peu près étrange. Pourquoi? Parce qu'ils sont en effet à 1 km seulement d'une forêt. Celle-ci promettrait un bien meilleur abri. Nous ne saurons malheureusement jamais pourquoi cette décision a été prise, car il ne restera aucun survivant à cette expédition. Dyatlov, son responsable, devait en effet envoyer à son retour, au plus tard vers le 12 février, un télégramme à son club sportif. Celui-ci n'arrivera jamais,
Quelques jours après la date prévue, une équipe de secours se monte pour être envoyée sur les lieux car aucune nouvelle n'était arrivée depuis. Cette équipe est formée par des étudiants et des professeurs de l'Institut Polytechnique et prendra la route le 20 février. L'armée et la police suivront plus tard avec l'utilisation d'hélicoptères et d'avions pour une recherche plus poussée. C'est le 26 février que les secours retrouveront le campement abandonné sur le mont Kolatsiakil, appelé aujourd'hui mont Dyatlov. Ils retrouvent la tente des randonneurs très endommagée. Elle a été découpée de l'intérieur. Les chaussures et les skis et autres matériels sont retrouvés sur le site. Les occupants se sont sauvés pieds nus ou en chaussettes. Les recherches s'intensifient dans un rayon de 2 km de la tente retrouvée, suivant les empreintes de pas. 2 premiers corps sont retrouvés près d'un feu de bois à 1,5 km de là, à la lisière d'un bois, sous un grand pin. Les corps sont sans chaussures et en sous-vêtements. 2 autres corps sont retrouvés entre l'arbre et le camp abandonné. Le 5 mars, un autre corps a été retrouvé. La recherche des 4 autres disparus continue. Ils prendront 2 mois pleins pour enfin les retrouver le 4 mai 1959, sous 4 mètres de neige, dans un ravin à l'intérieur d'un bois. Plus habillés que leurs amis pourtant, même en fait portant certains de leurs habits. Les 4 victimes sont mortes de façon très violente. L'une d'entre elles a 10 côtes cassées. Sa langue et ses yeux ont disparu. Son compagnon a 5 côtes brisées et lui non plus n'a plus ses yeux. Un troisième a le crâne fracturé. Le dernier, retrouvé, avait le nez cassé et le cou déformé. Donc ils avaient tous, en plus, une couleur brune et le responsable de l'expédition ne fut pas retrouvé entièrement. Les randonnées ou le ski seront durant 3 ans après ce drame, qui malgré une enquête ouverte rapidement après la découverte des 5 premiers corps ne sera jamais élucidée, interdit. Cette malheureuse aventure aura en fait eu pour résultat quand même d'ouvrir des mentalités sur une possible existence de paranormal, de tests militaires éventuels ou de visites extraterrestres. Pourquoi cela? Parce que le site a été interdit à toute personne non habilitée durant les 3 années qui ont suivi, comme je vous le disais, que beaucoup de pièces du dossier lors de l'enquête ont été perdues ou oubliées, classées top secret. Les enquêteurs arrivent eux-mêmes à la conclusion que les membres du groupe sont tous morts d'une force irrésistible et inconnue, et précisent même le suivant. Compte tenu de l'absence de blessures externes et de signes de lutte sur les cadavres, de la présence de toutes les valeurs du groupe, et en tenant compte des conclusions de l'expertise médico-légale concernant les causes de la mort des touristes, il convient de considérer que la cause du décès des touristes fut une force spontanée à laquelle les touristes n'étaient pas à même de résister. Il y a eu un témoignage d'autres randonneurs à 50 km de là qui ont vu dans la nuit du 1er février des lueurs oranges dans le ciel. Les corps ont un taux élevé de radioactivité. Bref, un ensemble de phénomènes plus qu'étranges, non? Ça tombe bien en fait, puisque ça rentre dans ma rubrique. Donc je vous conseille vraiment une immersion dans cette randonnée que vous pourrez retrouver sur Wikipédia, l'affaire du col du Hatlof, mais également dans le roman de l'écrivain Louis Larinov, qui a publié un livre donc tiré de l'affaire, ainsi que d'un livre d'un autre écrivain des années 90, Gouchin. Le titre, c'est Le prix des secrets d'État est 9 vies. En 2013, le réalisateur Renny Harlin s'inspire de l'histoire pour Dyatlov Pass Incident, un film en found footage qui reprend en partie la théorie du complot gouvernemental russe, tout en y incorporant un rapport avec l'expérience de Philadelphie. Pour les plus geeks, un jeu vidéo intitulé Colat et qui s'inspire de cette affaire est sorti le 10 juin 2015. La même année, le 20 octobre, le groupe de Doom Metal, un groupe métal russe, lui consacre un album intitulé Sorny Nai. Alors, j'ai pas fait la traduction, mais ça doit pas être très sympa. Et le 28 janvier 2021, donc à quelques jours de mon anniversaire, cette année, 2 chercheurs publient un article dans la revue Communications Health and Environment, où ils proposent, grâce à des modèles analytiques et des simulations informatiques, une explication. Des vents catabatiques auraient accumulé assez de neige au-dessus du camp pour provoquer une petite avalanche de la taille d'un SUV qui serait tombée juste sur la tente des campeurs. Bref, une histoire qui n'aura jamais de fin apparemment et qui aura marqué des générations de personnes friandes d'étranges ou pas. Voilà, j'espère que cette